semaine de congé pour une croisière en solitaire, il faut que je prenne des devoirs de vacances. Je ne connaissais pas Jack London. Comme beaucoup, j'avais lu L'Appel de la forêt au collège et j'avais vu Cro-Blanc au cinéma. Je devais avoir 15 ans. Comme beaucoup, je n'avais retenu de lui que l'image d'un auteur pour roman animalier. Écrire, c'est prendre le même large que celui des vagues, perdre de vue les rivages et partir là où l'on ne sait rien. J'ai toujours aimé cette citation d'Alain Vircondelet qui me fait penser à Jack. La mer me procure un sentiment de liberté. Je ne pourrais pas vivre sans elle. Jack London incarnait vraiment le rêve américain. L'enfant des docks qui devient, par la force de l'autodidacte, l'auteur américain le plus lu dans le monde. Ce que j'ai immédiatement adoré dans ses livres, c'est la modernité de son écriture. Un style direct, présent de narration, qui rend intime le narrateur et transmet ses impressions, ses émotions dans les situations, avec des tableaux ou portraits toujours très vivants.
Publier pour le journal un dossier sur Jack London et la mer, un sujet qui ne se refuse pas. C'est quoi ce truc ? Je réalise que l'aventurier de l'écriture était avant tout un écrivain de l'aventure. Le feu, le brio, la désinvolture du génie caractérisent vraiment l'œuvre de Jack London. Avec son conte de Monte Cristo, le château d'If me relie aussi à cet écrivain français que n'aurait pas désavoué Jack London, Alexandre Dumas, qui disait « La vie est une tempête, vous vous prélasserez au soleil un instant et vous vous briserez sur les rochers l'instant d'après. Ce qui fait de vous un homme, c'est ce que vous faites quand la tempête arrive. » Le bar est ouvert à la capitalerie de Sanary. J'arrive à l'entrée du port. Pouvez-vous m'indiquer ma place? À vous.
Vous me suivez, je monte votre place. Oui. Votre numéro, c'est bien le 06 33 22 25 66. Oui. Alors, c'est une banque de 74 euros, s'il vous plaît. En espèces, en bancaire? En espèces. La possession d'un nom est chose essentielle pour un écrivain. Écrivit Jack London. Mais n'était-il pas lui-même le fils de personne ? Né le 12 janvier 1876, John Griffith Chaney est le fils naturel d'une spirite qui, enceinte, tentera de se suicider par 2 fois. Son père supposé, un astrologue, ne le reconnaîtra jamais. L'enfant est finalement adopté par un veuf, John London, vétéran de la guerre de sécession, qui lui donnera son nom. Au cœur d'une enfance miséreuse, il découvre très tôt l'indigence sociale et le fléau de l'alcoolisme, auquel il consacrera plus tard un livre incroyable, John Barleycorn. À 9 ans, il apprend à lire et se prend de passion pour les rayons de la bibliothèque municipale d'Auckland, d'où il voit surgir un monde fantastique de voyages, d'exploration et de conquête. Je découvre dans sa bibliographie d'écrivains engagés un trimardeur des routes, chercheur d'or en Alaska, bourlingueur des mers du Sud, correspondant de guerre, militant socialiste. Mais l'écrivain des neiges, des océans et de la vie fut surtout l'écrivain des luttes, celle avec soi-même, celle qui oppose aux forces de la nature, à l'injustice des hommes, à l'égoïsme des possédants. Rapidement, un sujet s'impose à mon esprit pour mon article. Ce grand amoureux de la vie et de toutes les aventures m'apparaît comme un grand amoureux de la femme, qui éveillera en lui son désir de conquête des océans, mais aussi de réussite sociale, par l'écriture, comme il le retranscrit dans son roman autobiographique, Martin Eden. Jack est la mère, Jack est sa mère, Jack est les femmes. Quand je regarde toutes les femmes qui ont compté dans sa vie ou qu'il a aimées, elles ont toutes un trait commun. Des femmes de tempérament qu'on ne dompte pas, comme la mère. Son épouse, Charmian Kittredge, résume à elle seule toutes les caractéristiques de sa quête. Je visionne sur le net quelques rares rushs de films tournés peu de temps avant sa mort. Une mort, d'ailleurs, dont les conditions resteront aussi obscures que celles de sa naissance. Je découvre alors un homme chaleureux, dont l'amour pour le règne animal transpire. J'aime mieux être un météore superbe plutôt qu'une planète endormie. La fonction de l'homme est de vivre,
maintenant d'exister. Je ne gâcherai pas mes jours à tenter de prolonger ma vie. Je veux brûler tout mon temps. Tel un météore, son mouvement fut stoppé net à 40 ans sur le sol de Californie. Fauché par la maladie, victime d'un accident, suicidé ou assassiné, on ne saura jamais. Sa mort, comme sa naissance, resteront toujours enveloppés d'un voile de mystère. Ils feront partie de sa légende. Tel un météore, son passage dans le ciel fut bref, et tel un météore, il s'effrayait une place dans le firmament des auteurs à succès. Mais à la différence d'un météore, Jack est devenu, à travers son œuvre, une étoile scintillante qui brille à tout jamais dans le ciel de la littérature. Moi aussi, je veux brûler tout mon temps. Sur l'île des Ambiers, je découvre, à travers une expo, la vie d'un autre zèbre de la mer, Paul Ricard. Cet enfant des Calanques, qui hésitait entre les beaux-arts et patron pêcheur, devint négociant, inventeur, novateur, entrepreneur, homme d'affaires, puis homme politique. Comme Jack, le succès ne lui monta pas à la tête et il resta un authentique humaniste, mécène généreux et défenseur de l'environnement. Comme Jack, il était prodigue et prodigieux. La folie des grandeurs ? Je ne récuse pas le terme. Je n'ai jamais lésiné sur mes rêves, disait-il. Ça aurait pu être des mots dans la bouche de Jack. Merci, bah vous m'avez payé. 2 grammes des quoi j'ai à préparer là?
Le socialisme américain et Jack London ont vu le jour la même année, en 1876. Écrivain engagé, Jack London met sa plume rebelle au service des luttes sociales de son époque et des temps à venir, avec un incroyable sens prémonitoire. Des luttes qui s'inscrivent dans la révolte d'un gosse des docks devant sa situation familiale, puis dans la rébellion d'un jeune écrivain face à l'établissement. Jack signe une 50aine de textes politiques collectés dans le livre « Avec vous pour la Révolution ». Comme Paul Ricard, Jack va s'engager sur le terrain politique. En 1901 et en 1905, il est candidat social-démocrate à la mairie d'Auckland, obtenant 245 voix, puis 981 voix. Comme Albert Londres, qui obtiendra par sa plume la fermeture du bagne de Cayenne, Jack va s'immerger en vagabond clandestin durant 3 mois dans les bas-fonds de l'Est End londonien pour rédiger son plus terrifiant livre, Le peuple des abîmes, qui conduira les autorités à prendre conscience et intervenir. Le Bélem. Une apparition à l'horizon qui n'est pas une hallucination. J'ai toujours aimé ce 3-mâts, ressuscité du temps. Son nom m'a toujours fait penser à mon chanteur préféré. Jack entretenait une grande passion pour la photographie. À bord du Snark, il avait aménagé un laboratoire photo pour développer lui-même ses clichés. La bibliothèque Huntington à Los Angeles conserve plus de 12 000 clichés qui portent sa signature. Les photographes sont des magiciens qui peuvent capter et immortaliser des moments de vie.
C'était bien une âme qu'il avait vue dans les yeux de cette fille, une âme à jamais immortelle. Aucun des hommes, aucune des femmes qu'il avait connues ne lui avait transmis le message de l'immortalité. Il n'était pas digne d'être son porteur d'eau, il le savait. Mais de même que le plus humble et le plus mortifié des pénitents entrevoit la splendeur de l'au-delà, de même, il entrevoyait l'avenir glorieux qui l'attendait s'il parvenait à la posséder. Ce fut alors, dans un élan d'inspiration, que naquit son grand projet. Il écrirait. Il serait les yeux qui font voir le monde, les oreilles qui le font entendre, le cœur qui lui donne l'émoi. Les hommes de l'être sont les géants de ce monde. Ils sont infiniment supérieurs à tous les banquiers de la terre. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Moi la mer, elle m'a pris, me souviens, un mardi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent. La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous en allerons. À l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. L'île verte, île inhabitée, m'a toujours fascinée. Elle me reliait à d'autres écrivains de mon enfance. Stevenson avec son île au trésor, Jules Verne avec son île mystérieuse, mon livre préféré.
le Golden Gate. Au-delà, c'est l'océan Pacifique, et la Chine, et le Japon, et l'Inde, et toutes les îles de coraux. On peut aller n'importe où lorsqu'on a franchi le Golden Gate, en Australie, en Afrique, aux îles des Phoques, au pôle Nord, au Cap Horn. Enfin, tous ces endroits qui n'attendent qu'une chose, que je vienne les voir. Jack Trimardeur, chercheur d'or, reporter, marin et finalement gentleman farmer. Je suis un marin monté sur un cheval qui chevauche ses rêves. Je suis un rêveur zélé et passionné. Il me semble doubler ma vie par la quantité de rêves que je fais la nuit. Par moments, j'ai l'impression de sentir sa présence, de me sentir Charmian. Il indique au lecteur, comme aux jeunes auteurs dont je fais partie, un repère cardinal, celui d'une écriture mise au service de la vie. Anna Strunsky décrit Jack London comme un conquérant. Poète, révolutionnaire, idéaliste, moraliste et romantique, il était socialiste, mais il voulut battre le capitalisme à son propre jeu. Montrer que le socialisme n'était pas que ruine et échec, mais pouvait être aussi réussite sociale. Et il réussit en devenant une sorte de Napoléon de la littérature. Jack London, un Bonaparte de la plume?
ne pas penser à la citation d'Anna Strunsky quand je croise les vestiges d'un fort anglais au Cap Morgiou qui fut commandé par Hudson Lowe, celui qui devint le geôlier de Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène. Devinez sous ces flots l'entrée de la grotte Cosquer, cette sœur jumelle de ma grotte Chauvet. Lascaux, Chauvet, Cosquer, toutes ces découvertes qui ont changé notre regard sur la préhistoire. Je les voyais boire pour noyer leur dépit et, dans l'ivresse, leur cervelle de moineaux se parer des ailes de l'aigle, chacun se croyant roi dans le paradis de ses désirs éthyliques. J'en foulais toutes les routes. John Barleycorn, se jouant de mon imagination, me permettait de devancer la vie aventureuse après laquelle je soupirais. Néanmoins, tout se paye selon une loi implacable. Capable de nous transporter au sommet, l'alcool ne saurait nous y maintenir. Toute ascension s'équilibre d'une descente. Chaque minute fictive, passée en compagnie de Dieu, s'équilibre par d'autres, où l'on patauge dans la fange avec les reptiles. Ces instants de folie magnifique, John Barleycorn nous les fait payer très cher. On expie les folles sarabandes dansées au son de sa flûte par une perte d'âme, le sacrifice de sa jeunesse et d'une vie abrégée. Car c'est un meurtrier, oui, il travaille pour la mort. Peu avant sa mort, en 1915-1916, Jack s'intéresse aux sciences psychiques, à la psychologie de l'inconscient de Carl Gustav Jung, ainsi qu'à la mythologie hawaïenne. Son dernier livre testament, Le Vagabond des étoiles, envisage la question de la réincarnation en suivant le cheminement d'une âme à travers les siècles.
Sur le retour, je repense aux mots de Jack concernant l'écriture. Il nous livre un beau testament pour tous les auteurs et les amoureux de l'écriture. Ma rencontre avec Jack London me révéla l'importance de 3 clés en matière d'écriture. D'abord, l'importance du souffle de la vie dans un texte. Mettez de la lumière, de la couleur, de la vie dans votre écriture et vous toucherez le cœur du lecteur. Il se sentira intime avec votre personnage, le récit, l'auteur. Il ajoutait une autre clé, la sincérité. Si vous êtes sincère, vous pouvez prétendre à la gloire et vous asseoir parmi les grands. Enfin, il m'a appris une dernière chose, le culot, l'audace. Je savais que le monde m'appartiendrait si j'avais de l'audace. Car il y a un mot ultime qui se trouve au-delà de la philosophie et qui naît dans la chaleur de la vie, c'est j'aime.